Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. L'ouvrage que nous vous présentons ce soir s'intitule Santé mondiale. Et c'est un ouvrage collectif qui a été dirigé par monsieur Toumagnon Bakari et Sergio Gianni, préfacé justement par Suleiman Delo. C'est toujours les éditions Figuera. Voilà, donc à bord donc, de ce second train, nous avons monsieur, j'allais dire docteur Moussa Sanogo. Et bien entendu, on va essayer de vous donner rapidement qui est l'homme et quel est son parcours. Rapidement, essayons donc de voir clair dans la biographie de monsieur Sanogo. Moussa Sanogo est diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Montréal au Canada et spécialiste au CAMES en gestion des systèmes de santé. Il est également professeur associé à la faculté de pharmacie de l'Université de Bamako et associé de recherche dans plusieurs universités étrangères. Après les différentes fonctions administratives de la santé dans son pays, il est actuellement consultant indépendant et travaille avec plusieurs groupes de recherche et organismes internationaux pour faire avancer les connaissances sur les systèmes de santé et la problématique d'accès aux médicaments en Afrique. Il est l'auteur de plusieurs publications sur les problématiques de santé publique dans les pays en développement. Voilà donc, monsieur Dr Sanogo, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette présentation? En effet, avec toute la modestie que cela sied, je m'y reconnais dedans. Très bien, nous vous souhaitons donc bienvenue à bord de ce train. Merci beaucoup. Alors, vous aviez travaillé sous la direction de Bakari Toumagnon sur l'ouvrage intitulé Santé mondiale. C'est un ouvrage collectif composé de 12 titres. Est-ce que vous pourrez nous dire d'où est née l'idée de cet ouvrage qui regroupe justement des sociologues, des politiques, des économistes, des épidémiologistes, et d'où est née cette idée d'un ouvrage collectif, Dr Sanogo? Alors, rappeler l'idée de cet ouvrage m'amène à mettre l'accent sur l'objet de cet ouvrage. Parce que c'est un ouvrage qui porte sur la maladie qui constitue la préoccupation mondiale aujourd'hui, qui est la maladie à coronavirus Covid-19. Donc c'est une maladie qui est apparue de façon soudaine en Chine, et donc qui a ébranlé le monde et qui continue à ébranler le monde avec plus de questions que de réponses que nous avons par rapport aux problèmes qui sont en face de nous. Et donc la préoccupation était là. Le monde était préoccupé et tous les systèmes qui organisent le fonctionnement de nos sociétés ont été déstabilisés, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sanitaire et même sur le plan sécuritaire. Et donc, nous, en tant que professionnels de santé, spécialistes des questions liées à la vie sociétale, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Et surtout, notre volonté à aller à l'écriture de ce livre vient du fait que pendant presque un an, il n'y avait que des publications et des recherches effectuées par les pays occidentaux. L'Afrique, de façon générale, ça ne date pas de maintenant, produit peu. Donc nous avons pris la décision, au lieu de continuer à consommer que la production intellectuelle qui vient de l'Occident, que nous-mêmes nous travaillons sur notre contexte, le contexte africain qui a sa spécificité et sa particularité. On s'est mis ensemble dans une approche multidisciplinaire, pluridisciplinaire, parce que je l'ai dit, c'est une pandémie, c'est un fléau qui touche à tous les secteurs de la vie en société. Ce n'est pas qu'un problème médical. Donc c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur une approche plutôt sociologique qui va impliquer des médecins, des pharmaciens, des anthropologues, des sociologues, des économistes, entre autres, pour que nous puissions faire converger nos points de vue, nos connaissances pour une compréhension plus globale de la pandémie et des réponses plus globales qui permettent effectivement de faire changer la situation et de nous permettre de circonscrire le mal. Très bien. La pandémie, elle est sanitaire, hein? Vous l'avez dit tantôt.
Mais vous l'avez traité sous d'autres angles. Alors, quel a été le rapport? Alors, l'apport, je l'ai dit tantôt que l'approche est sociologique. Donc l'apport des sciences sociales, c'est surtout axé autour de l'homme. L'homme comme être humain, l'homme avec son imaginaire, l'homme avec son symbolique, l'homme avec ses représentations. C'est l'histoire de la maladie, d'une communauté à une autre, d'un peuple à un autre. Nous avons différentes définitions, différentes approches par rapport à une maladie et donc différentes explications qui constituent parfois le socle de l'approche médicale qui va venir soigner. Donc il s'agit de soigner, oui, par les médicaments, par les médecins, mais aussi soigner autrement par notre savoir, par notre connaissance, par notre compréhension de l'autre, par des explications plausibles qui sont avec le contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc l'intervention de chacun, selon sa spécialité, nous a permis de nous comprendre et d'avoir des explications qui vont tenir pour pouvoir donner des réponses qui vont permettre et d'améliorer la vie dans la société, parce que je l'ai dit, on s'est retrouvé dans un contexte où tout est déstabilisé, on ne peut plus se saluer comme on le faisait avant, on ne peut plus se parler comme on le faisait avant, on ne peut plus manger ensemble comme on le faisait avant, on ne peut plus voyager ensemble comme on le faisait avant. Donc avec son corollaire de restrictions, d'interdictions, et qui vont avoir un impact sur notre vie, pris comme individu, mais notre vie aussi dans la société, ensemble comme un groupe d'humains qui doivent interagir pour donner un sens à notre existence. Voilà un peu l'apport et la contribution de chacun par rapport à la richesse de ce document, mais aussi à des réponses éventuelles qu'on pourrait trouver dans l'avenir. Très bien. Monsieur Dr Sanogo, vous êtes co-auteur dans cet ouvrage et vous abordez la thématique suivante, la résilience des systèmes de santé des pays ouest-africains dans la réponse à la pandémie de Covid-19. Vous êtes notamment, vous avez écrit cette thématique avec le Burkinabé Zakaria Gansane, n'est-ce pas? Oui. Alors, la question ici qui est là, le terme résilience, vous savez, c'est un terme qui revient de façon récurrente ces dernières années. Qu'en est-il réellement? Qu'entendez-vous par résilience? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, la résilience, effectivement, c'est un vocabulaire qui est maintenant utilisé par tout le monde et parfois, je dirais, dans tous les sens. Alors, quand nous parlons de résilience ici, nous parlons de nos systèmes de santé. Quand on parle des systèmes de santé, nous parlons des hommes qui travaillent, nous parlons des équipements qui y sont, nous parlons des infrastructures qui s'y trouvent. Nous parlons aussi des clients, des malades, des patients qui viennent. Nous parlons aussi de la gouvernance, de la gestion. Nous parlons des flux financiers qui interviennent. Et donc la résilience pour nous ici, c'est que nous ayons des systèmes de santé, avec tout ce que je viens de rappeler, qui puissent absorber les crises qui vont se présenter en nous. Il n'y a pas longtemps, déjà en 2014-2015, nous sommes sortis d'Ebola. Et même Ebola, ce n'est pas fini. Parce qu'Ebola revient, la vie des épidémies, c'est une vie cyclique. Ça vient, ça tourne, ça vient, ça tourne. Et donc, des crises de ce genre qui se sont aujourd'hui imposées comme des variantes ou des variables extrêmement importantes dans la vie de nos cités, dans le fonctionnement de nos États, il va falloir trouver des moyens pour les absorber. Absorber ces crises, et quand nous les absorbons, nous devrons aussi trouver des moyens pour nous adapter. Il ne s'agit pas de continuer à vivre avec, mais de trouver des moyens à chaque fois que ces crises se présentent à nous, que nous puissions réagir, mais aussi être capables de se transformer. Alors donc nous mettons l'accent sur la capacité absorbative, la capacité adaptative et la capacité transformative de nos systèmes de santé qui en même temps peuvent se présenter comme des systèmes performants, mais à la suite des crises et des chocs exogènes qui viennent se frotter à eux, nous nous rendons compte que nous avons des systèmes qui ne résistent pas. Donc en fait, les crises sanitaires actuelles viennent pour témoigner de la faiblesse des systèmes de santé, de la désorganisation des systèmes de santé qui, dans une situation normale, peuvent paraître des systèmes performants, mais au fond, qui ne peuvent pas résister à des crises.
Très bien, vous l'avez dit tantôt, j'allais justement poser cette question. Dans le cadre conceptuel de la résilience des systèmes de santé, c'est à la page 194, vous dites vous inspirez justement des dimensions énumérées par l'OCDE et vous aviez, à travers justement ces 3 capacités dont vous venez de faire cas, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quoi consistent ces capacités? Alors, ces capacités, je l'ai dit tantôt, vont permettre au système, par exemple, la maladie à coronavirus est arrivée quand nous n'étions pas prêts. Ça, c'est de façon générale. Encore que, quand nous prenons le cas de l'Afrique de l'Ouest, les 15 pays de la CEDEAO, le Mali a été le dernier pays qui a été attaqué. C'était en mars 2020. Pendant que les autres avaient été attaqués, nos voisins, mais nous n'avons pas eu le temps de nous organiser et de pouvoir donner des réponses proportionnelles à la menace qui se présentait à nous. Et quand c'est arrivé, c'était la panique. Ça partait dans tous les sens. On avait l'impression que tout le monde en savait, mais au fond, l'impression que personne n'en savait. Et finalement, on s'est retrouvé déstabilisé, on s'est retrouvé avec des mesures sanitaires inadaptées, des mesures politiques dont on se pose des questions sur leur impact réel et leur fiabilité, mais aussi sur une organisation générale de la riposte qui n'était pas proportionnelle même au plan d'action que nous avons eu à élaborer dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Donc, la résilience va poser des questions par rapport à notre connaissance, soit même de nos capacités, de nos limites, de nos forces, de nos faiblesses, et à travailler, à renforcer ce qui nécessite d'être renforcé, à améliorer ce qui nécessite d'être amélioré, et puis à pouvoir faire face aux défis qui se présentent à nous. Ok, vous parliez tantôt de la différence des systèmes de santé en Afrique. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer aujourd'hui, à cette ère du millénaire, Dr Sanogo, cette différence de nos systèmes? Alors pour moi, le premier problème, c'est déjà un problème de coopération et de collaboration entre nos États. Dans certains pays africains, nous avons des pratiques qui méritent d'être vendues, partagées, ce que nous appelons des bonnes pratiques. Alors déjà, si en Afrique, on a des canaux, des mécanismes de collaboration qui nous permettent au Mali de partager avec la Côte d'Ivoire ce que nous avons de meilleur sur le plan médical, sur le plan pharmaceutique, entre autres, et que la Côte d'Ivoire ou le Rwanda est capable de partager avec le Mali les expériences qu'ils ont reçues, ça nous permettra, sur la base des avantages comparatifs que chaque pays a, de tirer les meilleures leçons, de nous améliorer. Il y a aussi les cadres de collaboration formels qui nous permettent aussi d'interagir à chaque fois que nous sommes en face des problèmes. C'est vrai qu'il existe des organisations sous-régionales comme l'Afrique de l'Ouest, l'OAS, il y a l'Organisation mondiale de la santé, mais qu'à cela ne tienne, nos États doivent constituer un tout, travailler en bonne intelligence et pouvoir échanger les capacités, mais aussi pouvoir apporter les aides entre nous qui sont nécessaires pour faire face à certains défis qui se présentent à nous. Mais parfois on ne se connaît pas, on ne se parle pas, on n'échange pas. Et parfois même à l'intérieur de nos États, nous avons des fractures énormes entre les pratiques des professionnels, des institutions de santé, des établissements hospitaliers qui communiquent très peu, qui échangent très peu, qui essaient de tirer les meilleurs avantages comparatifs que chacun peut présenter. Justement, vous parliez tout à l'heure des institutions comme l'OMS, comme l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui me paraît une institution en tout cas méconnue, en tout cas du public, qui est destinée à la sous-région africaine. Mais quel a été son rôle dans la lutte face à la pandémie à coronavirus? Alors, par rapport à l'Organisation mondiale de la santé, je parlerai après de l'OAS. L'Organisation mondiale de la santé, c'est l'organisation qui couvre les besoins sanitaires du monde entier, que ce soit le continent africain, la Chine, l'Inde, etc., etc. Alors, ce qui ressort de son rôle qu'il a joué dans le cadre de cette riposte contre la pandémie à coronavirus est que l'OMS a été jugée lente dans sa réaction, qu'elle n'avait pas bien estimé la gravité de la situation quand la crise est arrivée à Wuhan en Chine. Et donc, il s'est passé plusieurs mois sans réaction notable, sans stratégie que les États pourraient appliquer,
Et donc, cela aurait favorisé la propagation de la maladie de la Chine vers l'Europe, vers l'Afrique, à atteindre tous les continents du monde. Et donc, cela a manqué. Et on lui reproche aussi la lourdeur parfois dans les procédures de mobilisation des ressources, mais aussi de développement des stratégies. Alors, ça, c'est les organisations, ils ont à leur intérieur leur mode de fonctionnement. Donc, qui peuvent être rigides, qui peuvent être fortement hiérarchisés. Et donc, les moyens ont été aussi parfois, par endroits, dérisoires. On pense que ce n'est pas les meilleurs moyens qui ont été placés, ce n'est pas les moyens suffisants qui ont été mobilisés. Et donc, ce qui a fait que l'OMS a été suffisamment critiqué dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'OMS n'a rien fait. En termes d'information, l'information a circulé après. En termes de procédures, les procédures ont été adressées aux États. En termes de moyens aussi à mobiliser, par endroits, des moyens ont été mobilisés. Donc le renforcement des capacités des laboratoires, mais aussi des professionnels de santé dans le cadre de l'aide au diagnostic, mais aussi au traitement des malades de la maladie à coronavirus. Pour ce qui est de l'Organisation mondiale de la santé, enfin l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS qui est basée à Bobo-Dioulasso, qui couvre les 5 pays de la CEDEAO. Moi j'avais été en mission en 2010, à l'époque je vivais au Canada. Pendant 3-4 mois, sur la demande de l'Organisation ouest-africaine de la santé, dans le but de proposer une procédure scientifique d'intervention vers les États. C'est une organisation qu'on peut dire a beaucoup de ressemblances avec le fonctionnement de nos États. Parce que c'est beaucoup plus des professionnels, fonctionnaires de nos États qui s'y trouvent. Alors, cette organisation n'était pas satisfaite de sa façon d'intervenir vers les États. Et les États n'étaient pas satisfaits aussi de la façon d'intervenir de cette organisation. Donc, il y a un problème de traçabilité et de satisfaction par rapport à l'aide que l'OAS devait octroyer aux États. Donc, il fallait écrire des procédures. Il fallait déjà comprendre les problèmes de fonctionnement interne, écrire des procédures, faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une intervention vers les États, que l'on puisse avoir de la visibilité. Malgré cela, je constate avec regret que 10 ans après, les mêmes problèmes existent. L'OAS intervient, mais de façon disparate, de façon dispersée, qui fait que c'est difficile de percevoir son impact par rapport à un changement souhaité. Donc ce sont des regrets qui sont formulés vers ces organisations. Mais moi je terminerai sur ce point en disant que ça serait important que nous apprenions à compter sur nous-mêmes. J'allais poser la question parce que vous l'avez dit dans l'ouvrage par rapport à l'OMS, qu'au lieu de compter sur une institution comme l'OMS, nos États devraient compter d'abord sur eux-mêmes et ensuite l'appui étranger pour l'avenir en appoint. Absolument. Oui. Il ne faut pas que nous restons éternellement dans la logique de tendre la main. Il ne faut pas que nous restons dans la logique d'accuser toujours les autres. Posons-nous la question parfois sur notre responsabilité et notre devoir. Qu'est-ce que nous avons fait? On a beaucoup d'intelligence ici. On a beaucoup de compétences dans nos États. On a beaucoup d'expérience à partager. Donc organisons-nous et faisons face aux défis qui se présentent à nous. Nous avons des avantages qui sont liés au contexte et à notre environnement, qui font que nous sommes plus enclins aux problématiques de médecine tropicale, aux problématiques liées à notre contexte africain que d'autres experts qui viennent d'ailleurs pour nous proposer des solutions qui parfois ne s'adaptent pas. Donc je mettais un accent sur cet aspect pour pousser à plus d'engagement, à plus de volonté à nous investir pour nous-mêmes. Très bien, donc nous devrons apprendre à voler de nos propres ailes, ne compter que sur nos propres efforts. Absolument. Très bien. Dans la préface, je le disais, un ouvrage qui a été préfacé par Souleymane Delo, il disait, je cite, « L'hécatombe prédite pour l'Afrique par certains spécialistes n'a pas encore eu lieu ». Est-ce que vous êtes de son avis? Et si oui, quelle explication donnerez-vous? Parce qu'évidemment, quand la maladie est apparue à Wuhan, en Chine en 2019, les Africains, en tout cas, nous étions en tout cas bouleversés ici face à tout ce qu'on nous disait par rapport à cette pandémie. Est-ce que réellement cette hécatombe a été évitée? Et si oui, quelle stratégie a fait que nous ne l'avons pas connue? Alors, quand je réfère à la préface de Dolo, je le mets dans son contexte et à la période où il a eu à faire cette déclaration. Okay.
Mais je dirais pour moi, professionnel de santé, une vie de perdu c'est trop. On ne peut pas aller sur des statistiques en disant qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 4 millions de morts. L'Afrique en a pour 700 000. Et donc l'Afrique a fait moins et finalement ce qu'on avait eu peur n'est pas arrivé. Ah mais non. En fait l'Afrique a eu sa part. On a connu des décès, on a connu des morbidités, on a connu des complications post-Covid. Et aussi des crises liées à cette situation. Donc moi, ce n'est pas par rapport aux statistiques que je vais tirer la couverture vers l'Afrique. J'estime que nous pouvons faire mieux. J'estime que ce qui est arrivé, qui est très regrettable, ne devrait pas arriver. Et donc si nous étions organisés, nous avons eu suffisamment de temps pour nous préparer, pour ne pas se retrouver face à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Au Mali, nous avons compté plus de 500 morts, plus de 14 000 cas. Et donc sur ces cas, il y en a beaucoup qui souffrent encore des complications après le traitement Covid, soit par des problèmes respiratoires, des détresses diverses, pour lesquelles certains ne pourront plus retrouver leur situation physique, leur équilibre physique d'antan. Donc, il est aussi important, c'est pourquoi on termine ce point, en disant que c'est aussi important d'évaluer la résilience pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que jusque-là, c'est des appréciations parfois subjectives ou qui ne reposent pas sur des bases factuelles scientifiques sur lesquelles nous pouvons affirmer sans se poser des questions. Certains vous diront à cause des conditions climatiques, d'autres trouveront d'autres explications, certains vous parleront même des facteurs biogéniques, etc., etc. Mais ce qui est sûr, il faut mener des études pour que nous puissions établir des liens de corrélation entre ce que nous vivons et ce qui devrait se passer, mais aussi pouvoir avoir du recul pour porter un jugement objectif. Mais j'estime déjà que l'Afrique en a eu suffisamment et donc nous ne pouvons pas nous réjouir de cette situation. Nous devrons le reconnaître, admettre que nous avons des faiblesses et des insuffisances, travailler à les élever. Justement, tout à l'heure dans votre introduction, vous aviez fait cas des gouvernants et les mesures annoncées par les différents gouvernants. Certes, vous n'êtes pas politique, mais vous pourriez en tout cas donner votre avis par rapport à une décision d'un politique. Comment avez-vous trouvé justement toutes ces mesures annoncées par nos gouvernants? Alors, par rapport aux mesures politiques, Jean rappelait le couvre-feu. Bon, nous l'avons vécu. C'était des restrictions outrances de liberté qui ne permettaient pas de circuler, qui ne permettaient pas de mener des activités génératrices de revenus, qui ne permettaient pas à une majorité de notre population d'arriver à régler leurs problèmes de subsistance. Est-ce que c'était une façon efficace pour lutter contre la pandémie? Encore qu'on n'a pas jugé leur efficacité. Mais par rapport aux statistiques que nous avons sur le nombre de nouveaux cas, le nombre de cas totaux qu'on appelle la prévalence, et par rapport à la menace qui se présentait à nous, nous pouvons dire, et dans ce livre, d'autres auteurs le disent, que ça n'a pas fondamentalement changé la situation dans nos pays. Il y a aussi la fermeture des frontières. Et malgré que les frontières sont fermées, les populations continuent à voyager. Peut-être que le véhicule qui vous transporte de Bamako à la limite de Sikasso pour aller au Burkina ou à la limite de Sikasso pour aller en Côte d'Ivoire s'arrête là. Mais les gens marchent pour traverser ou trouvent d'autres moyens pour traverser les frontières et y aller. Donc, les livres traitent aussi de la question de l'efficacité de ces décisions politiques par rapport à une évolution de l'épidémie, à une variation de l'épidémie. Et donc, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, ça n'a pas fondamentalement changé la situation. Et donc, ça pose la grande question de l'approche qu'il faut en tenant compte des réalités de notre contexte. Oui, justement, là c'est un problème parce que, vous savez, nous avons fréquemment vu en Afrique, nous sommes plutôt tentés à aller vers le copier-coller. Est-ce qu'il ne fallait pas surtout envisager des solutions africaines à la crise? Absolument. C'est pourquoi je disais qu'il fallait compter sur nos capacités endogènes. Pas nécessairement la solution africaine, mais des solutions qui s'adaptent à notre contexte. Entre autres, nous avons rappelé
qu'il faille mettre un accent particulier sur l'information et la communication. Mais une information et la communication portées par nos canaux traditionnels d'intervention, mais aussi par nos relais qui sont plus écoutés par les populations, plutôt que des informations qui passent à la télé ou à travers des affiches écrites. Mais dans les quartiers, on ne sent pas qu'il y a des campagnes de sensibilisation, peut-être à la télé, à travers les affiches. Donc je me suis dit que les responsables des quartiers, les leaders religieux et les leaders d'opinion pouvaient constituer de bons relais pour aller vers les populations et les faire accepter les mesures qui s'imposent dans ce contexte-là, notamment les mesures barrières, les distanciations sociales, entre autres, mais en intégrant notre spécificité malienne, notre spécificité africaine, pour que les gens puissent accepter. Mais il y a aussi un grand défi et un problème qui existe, qui explique cette difficulté. C'est que je l'ai dit, l'Afrique s'est réveillée très tard, c'est mon point de vue personnel. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé avant que les canaux officiels ne s'approprient pour tenter de donner la bonne information à nos communautés. Mais les conspirationnistes, les anti-vaccins, les gens qui ne croient pas, mais ils ont envahi et inondé les réseaux sociaux, les différents canaux de communication, avant que l'information officielle venant des professionnels ne prenne le dessus. Finalement, nous nous sommes trouvés dans une situation où il y a plus de doutes que de réponses aux préoccupations. C'est extrêmement difficile en tant que professionnel de santé de convaincre des gens aujourd'hui ou des groupes de gens à adhérer soit à l'innovation, à une décision sanitaire qui va aller plus dans leur intérêt que dans l'intérêt de celui-là qui leur prodigue. Parce qu'on a laissé l'espace vide, et quand l'espace est vide, il va être occupé par un autre ou bien par une information. La nature aura du vide. Très bien. Alors, j'ai vu dans votre introduction, c'est à la page 185, je pense, parlant des crises, évidemment que la pandémie a été une crise, sinon elle est une crise, parce qu'elle est toujours d'actualité. Vous le dites, je le cite, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la situation est encore plus critique et préoccupante dans cette partie du continent quand on se réfère aux capacités des systèmes de santé qui sont jugés plus fragiles pour faire face à la crise. Cette pandémie constitue donc un choc pour les systèmes de santé déjà fragilisés par d'autres contextes tels que la pauvreté, le terrorisme et les conflits armés intercommunautaires. Ces chocs ont entraîné des déplacements internes, des massifs de population, de destruction d'infrastructures socio-sanitaires et des difficultés pour déployer des interventions prioritaires en santé publique dans de nombreux pays. Justement, la pandémie est une crise, elle est venue s'ajouter à d'autres crises. Est-ce que pensez-vous que ces crises-là ont contribué à propager la pandémie? En effet, nous sommes dans des pays, comme aiment le dire parfois les politiques, aux prises à des crises multidimensionnelles. Vous avez dit, la pauvreté est là, la famine est là, l'insécurité est là, plus d'écoles, plus d'infrastructures socio-sanitaires dans plusieurs parties du pays. Et donc, cette crise ne nous aide pas. Il vient plus compliquer la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Et donc c'est pourquoi j'ai parlé de résilience. Autrement, la résilience rappelle à se préparer tous les jours au cas où ça venait arriver. Ce passage que vous avez lu, c'est vrai que j'ai appelé toutes ces crises, mais il y a aussi des blocages liés à nos systèmes culturels qui font que pour des crises de ce genre, surtout des pandémies de ce genre, c'est extrêmement difficile de les circonscrire. Il y avait lieu pour le secrétaire général de l'OMS d'avoir peur autant. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai été en 2013-2014, quand j'étais directeur d'hôpital au Point G, au Libéria, voisin de la Sierra Leone, dans le cadre d'une formation de haut niveau sur le traitement de la maladie à Ebola dans ce pays. Et donc, quand nous sommes arrivés sur place, nous étions logés à presque 400 km de Monrovia, la capitale.
Donc de la capitale à l'endroit où nous devrons loger pour soigner les gens, être formés aussi, parce que c'était une formation pratique, où on prenait des cours le jour, le soir on partait dans les centres de traitement pour soigner les malades d'Ebola du Libéria. Mais on traversait parfois des villages où il n'y avait plus de vie humaine. C'était que des oiseaux. Et donc, un des problèmes que nous avons identifié qui était une difficulté dans la lutte contre Ebola dans ces zones, c'est vrai que le système de santé était à terre, il y avait eu la guerre, tous les cadres sont partis, il n'y a plus d'intellectuels, les infrastructures socio-sanitaires ne sont pas là, mais c'est le point important des cultures. Par exemple, pour beaucoup de communautés au Libéria et puis en Sierra Leone, quand quelqu'un décédait d'une maladie, ce n'est jamais une mort naturelle. C'est bien une mort due à l'acte d'un individu, d'un sorcier, d'un diable, d'un méchant. On peut le définir comme nous voulons. Et donc finalement, quand quelqu'un décédait, lors de ses obsèques, l'eau qu'on utilisait pour laver le corps du défunt, on mettait cette eau-là dans des grandes tasses. Chacun devait passer, prendre un bol pour boire. Et c'était supposé que celui-là qui l'a tué, s'il buvait cette eau, il va mourir. Et vous voyez cette contamination en chaîne. Et quand les gens meurent de Ebola, ben c'est une fièvre hémorragique, c'est des milliards de virus qui sortent des orifices. C'était comme ça. Donc c'est pourquoi on a lié une forte contamination à la participation des gens aux obsèques. Ils venaient, chacun prenait un bol pour boire l'eau qui a été utilisée. Une maladie déjà très contagieuse, ou même vivant, quand vous êtes infecté, pour un rien de tout, vous êtes capable de contaminer quelqu'un, mais un malade qui décède de cette maladie, on le fait laver par une eau, on demande aux gens de le boire, et celui-là qui n'ose pas le boire, il est supposé être à la base du décès, la personne qui est morte. Sacrée Afrique. Bref. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il faut aussi intégrer notre savoir local, et ce savoir local va au-delà des connaissances de nos cultures, pour rappeler aussi les solutions que nous avons. Dans ce livre, on traite aussi de la participation, de l'intervention de notre médecine traditionnelle dans le traitement des épidémies de ce genre. On est à la recherche de solutions. Personne ne peut dire encore aujourd'hui qu'il a la solution définitive à cette maladie, sinon on serait sorti de là et ça ferait le bonheur du monde. Mais encore, on est à la recherche de solutions. Ne sous-estimons rien, n'abandonnons rien, continuons à chercher, à travailler, à valoriser ce que nous pouvons faire et probablement qu'on pourra trouver des solutions. Nous osons espérer que nous trouverons très bientôt des solutions à cette pandémie qui n'a fait que trop durer et malheureusement qui a fait des millions de morts à travers donc, le monde. C'est donc sur ce mot que nous allons vous passer, chers passagers, la parole afin que vous puissiez justement poser des questions ou en tout cas faire des contributions si vous en avez à l'endroit du docteur Moussa Sanogo. Je rappelle que le train littéraire est une émission mensuelle de l'espace La Gare en partenariat justement avec Canal+, mais aussi le groupe Bintili Communication, voilà, qui se produit ici tous les derniers jeudis du mois. Et donc voilà, vous le savez, nous avons eu un premier auteur, Marchelin Issaka Traoré, donc, qui nous a parlé de sa poésie, sa vision de la poésie, et nous continuons toujours avec docteur Moussa Sanogo. Avant donc de vous donner la parole, l'éditrice est là et nous a fait l'honneur de rester justement. On va passer la parole à Madame Nyari Fatmata Keita afin qu'elle nous dise ses impressions d'abord par rapport à Moussa Sanogo qui est aujourd'hui à bord de ce train et aussi nous dire justement qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à l'ouvrage qui a eu l'honneur aussi d'éditer. Madame Nyari Fatmata Keita. Bravo à l'Institut William Ewé Dubois qui a piloté, chapeauté cet ouvrage-là, à M. Jani qui n'est pas là mais qui nous a aussi accompagnés. Et félicitations à tous les auteurs justement, qu'ils soient sociologues, économistes, médecins ou autres, qui ont contribué pour donner cet ouvrage collectif. Nous invitons tout le monde à écrire son parcours, à écrire les préoccupations de son domaine. Et c'est cela que nous allons, qui va nous permettre de nous inspirer aux jeunes qui vont venir et de s'inspirer et puis de continuer le chemin, d'améliorer ce qui n'a pas été bien fait, mais aussi de consolider ce qui est là, de s'en inspirer pour pouvoir progresser. L'Afrique se fera grâce aux Africains. Et c'est les Africains avec les mots de l'Afrique, MOTS,
qui vont construire justement le continent. Et ça fait longtemps que nous nous inspirons des concepts et des théories des autres. Il est temps maintenant que nos chercheurs, eux aussi, s'essayent à faire cela. Merci beaucoup à ces groupes de chercheurs et j'espère que nous allons continuer ensemble. Merci beaucoup, Nyari Fatoumata. Moi, je vais plutôt faire une contribution. D'abord, je vais commencer à féliciter Dr Sanogo et ses amis qui ont eu cette idée de publier ces livres. Certes, c'est le Covid qui a déclenché, mais quand on regarde l'ouvrage dans sa globalité, nous devons comprendre que la santé est au cœur du développement et que la santé a besoin d'appui multidimensionnel par rapport aux économistes, par rapport aux anthropologues et par rapport aux sociologues. Donc, par rapport à la résilience de notre système de santé, c'est vrai que c'est un problème qui existe déjà. C'est vrai que Covid a démontré, mais c'est quelque chose que nous vivons tout le temps, ne serait-ce que les périodes de pic de l'endémie face au paludisme, tout simplement. Chaque année, nous vivons les mêmes choses. Et ces problèmes de résilience tournent autour de beaucoup d'aspects de santé publique. Et comme on l'a dit, on a les personnes ressources pour faire face à cela. Un exemple clair encore, je félicite Dr Sanogo de son passage à la PPM, et qui, grâce à qui, nous qui sommes sur le terrain, on a vu une amélioration du chaîne d'approvisionnement des médicaments dans les pays. Et ça, c'est un défi énorme par rapport à la disponibilité des médicaments. Ça, c'est un défi énorme par rapport à la santé. Et de son passage à la PPM, on a vu comment est-ce que les choses s'amélioraient de mieux en mieux. Donc, c'est important de voir la santé dans sa globalité, de voir la santé comme on le définit même de façon générale. Ce n'est pas seulement l'absence de la maladie ou d'infirmité, mais c'est un manque total de bien-être physique, moral et social. Donc, c'est un premier début. L'ouvrage est sorti par rapport au Covid, mais en tant que médecin, ça nous donne c'est-à-dire ça nous engage à écrire, parce que nous avons tous des défis face à tous les aspects du système de santé dans sa globalité. Que ce soit l'économie de la santé, le financement de la santé, nous voyons tous des défis et c'est important de les écrire. Et franchement, ça a été... j'espère que ça sera un coup de pouce pour nous tous, pour toutes les personnes qui sont dans leur domaine, de pouvoir s'atteler à écrire et à démontrer et à faire des propositions concrètes face à toutes les situations. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. La question que j'aimerais poser, d'après vous, M. Sanogo, quels ont été les facteurs déterminants dans l'évolution de cette pandémie dans notre pays? Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Dr Yatar Aligui. Je suis pharmacien, promotionnaire de Dr Moussa. Ok. Je le félicite sincèrement pour tout ce qu'il a pu faire dans le domaine de la recherche d'abord, surtout dans le cadre de l'avancée de la connaissance au niveau de notre pays. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous nous sommes retrouvés travailler dans des institutions, dans des pharmacies, pendant que lui a progressé dans le domaine de la recherche et de la formation. C'est très important, assurer la relève. Le titre du livre, pour moi, est très évocateur, parce que santé mondiale, pensée globale, on peut penser global et agir localement. Mettre en commun les connaissances de beaucoup de chercheurs du monde pour apporter ça au niveau du Mali, pour qu'on puisse tirer profit. Surtout la population pour laquelle nous sommes là comme travailleurs de la santé. Je n'ai pas beaucoup de questions à poser, mais j'aimerais profiter, surtout pour parler à mes frères et sœurs qui se trouvent dans cette salle.
Apparemment, on a l'impression que le pays ne fait pas beaucoup de choses en matière de lutte contre cette maladie. Bon, je me trouve membre de la Commission nationale de coordination de la lutte contre Covid. Je sais que le Mali a fait beaucoup de choses, mais qui sont peu connues. En premier, si vous vous rappelez, en début du mois de mars, avant que le Mali ne détecte son premier cas, le ministre qui était en place, il s'appelait Michel Sidibé. Il a été le premier à inviter au Mali les ministres de la Santé des autres pays pour qu'on puisse harmoniser notre façon de détecter la maladie. Ce jour, il se trouvait que le Mali était prêt, avait les moyens de pouvoir détecter grâce à la collaboration entre la faculté de médecine et le gouvernement américain, qui avait une équipe de chercheurs ici, qui avait déjà une quantité de tests. Ça, c'était la capacité de détection. À la suite de cette réunion, de fortes recommandations ont été formulées qui ont permis de former les premiers chercheurs maliens et ouest-africains à la détection même de la maladie. Ça, c'est un premier. Deuxièmement, nous sommes parmi les premiers pays de la région du Sahel à introduire le vaccin. Je dis le Sahel, je précise, je parle du Mali, Mauritanie, Tchad, Burkina Faso et autres. Nous avons été les premiers à introduire le vaccin. Mais comme dans son intervention, il l'a dit, les fausses informations ont pris le pas sur la vraie information. Donc la communication des risques est très très compliquée. Mon problème, c'était de savoir est-ce que nos canaux habituels de communication, est-ce qu'ils étaient prêts, est-ce qu'ils connaissaient cette communication des risques, parce que ça pouvait avoir aussi son revers si on les confiait la communication sur la maladie. Donc revenant aux questions des Africains qui doivent s'engager à beaucoup lutter contre cette pandémie ou bien autre chose, nous Africains, je pense qu'on doit éviter aussi le folklore. On a vu ce qui s'est passé à Madagascar, ils sont sortis avec le président de la République qui dit qu'ils ont les médicaments. Finalement, ils se sont retrouvés derrière l'OMS à commander leur adhésion même aux différentes initiatives existantes. Donc, je pense qu'il est bien d'encourager nos gens à proposer nos solutions, mais nous devons travailler à éviter vraiment tout ce qui est folklorique. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier. Tous nos promotionnaires m'ont dit de venir. C'est pourquoi j'étais là depuis 17h30. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, docteur Ali, pour ce témoignage, pour cette contribution. Nous vous prions, mesdames et messieurs, d'être un peu plus succincts dans vos interventions. Nous avons pris suffisamment de temps. C'est vraiment une prière. Il y a d'autres qui viennent de très loin. Voilà, j'ose espérer que vous allez comprendre. Merci. Voilà, des questions me signalent, des questions seulement à poser. Le directeur des opérations me dit de poser des questions seulement. Donc on prend monsieur et madame, vous nous épargnez cette fois-ci, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Okay, bonsoir à tous. Et merci à Dr Sanogo pour la qualité de l'exposé. Dans l'exposé, il a bien dit, la solution miracle n'est pas venue d'abord pour la prise en charge globale de la pandémie. Mais la mini-solution qu'on a aujourd'hui, c'est la vaccination. Et cette vaccination n'est pas acceptée par nos populations. Et vu qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont là, les épidémiologistes, les sociologues, les médecins, pharmaciens, quel a été l'apport de ces différents auteurs pour la sensibilisation? Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur. Moi je suis Madame Wele Rose Dolo. Et je suis chef de projet, mais je suis aussi étudiante en santé publique et communautaire. Et bon, je remercie le professeur et je le félicite aussi au nom de ma promotion que je représente. J'ai retenu beaucoup de mots-clés dans vos interventions, notamment la part du génétique, les savoirs locaux, la médecine tropicale. Moi, ce que je retiens, c'est que quelque part, la crise du Covid a créé beaucoup de rancœur et beaucoup d'inégalités au sein de nos communautés. Pour moi, c'est l'occasion d'en parler parce que c'est aussi un espace de plaidoyer. Vous êtes
quelque part enseignant, mais vous êtes aussi décideur. Je prends juste un petit exemple. Au mois de juillet, je suis partie au Burkina avec 4 personnes et les tests Covid nous ont coûté 135 000. Et au second passage, ça nous a coûté 100 000 francs, bon, parce que quelque part, bon, les coûts ont baissé. Mais nous nous sommes rendus compte qu'à la frontière, ce n'était pas vraiment la préoccupation parce que tous les documents étaient au complet, mais ce qu'on nous demandait, retourner au Mali, à l'ambassade du Burkina pour prendre un laissez-passer parce que quelque part, on voulait nous extorquer des ressources pour passer. Donc ça, c'est un peu le vécu des quotidiens dans les différentes frontières. Donc, la question que moi, je voudrais poser, c'est comment réconcilier aussi les communautés avec cette crise-là, parce qu'on a vu que c'est l'économique qui a vraiment pris le pas sur l'humain. Et l'autre question que je voulais poser par rapport aux savoirs locaux, bon, c'est vrai que mon précédent vient de dire que bon, il faut éviter le folklore, c'est vrai, mais comment amplifier aujourd'hui la voix des savoirs locaux, parce que quelque part, cette résilience de l'Afrique, quelque part, mérite d'être investiguée. Et je crois, de façon, j'ai une conviction intime que quelque part, les savoirs locaux ont quelque chose à voir dedans. Et c'est aussi un appel que je voudrais lancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est privilégié d'être là. Comment les femmes et les jeunes avec lesquels nous travaillons, par exemple à Ségou, sous les arbres, peuvent aussi rencontrer le train pour aussi apprendre et puis partager ce qu'ils ont par rapport à cette crise, mais aussi par rapport à beaucoup de choses. Merci. Voilà, donc j'ai 2 questions. La première, quelle politique de vulgarisation de cet ouvrage vous préconisez afin qu'il puisse atteindre le maximum des acteurs de la santé et également la population. Deuxième question, je disais quelle politique de vulgarisation de cet ouvrage il préconise pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes, que ce soit les acteurs de la santé ou les populations locales. Deuxième question, à la publication de cet ouvrage, qu'est-ce que nous pouvons savoir sur les réactions des acteurs politiques et la santé en charge de la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans notre pays? Merci. La pandémie, quand on parle de facteurs déterminants par rapport à ce que nous avons subi jusque-là, j'ai parlé de 500 morts, je crois que c'est 503, 14 000 cas qui ont été malades, pour beaucoup hospitalisés, d'autres traînent encore des complications liées à la maladie. Donc les facteurs déterminants, c'est que on peut dire que la responsabilité peut être portée par quelqu'un d'autre, mais c'est qu'on n'a pas eu l'information à temps. Est-ce qu'on a levé l'information? La question reste posée. Ou c'est l'information qui devrait venir vers nous? Alors, dès lors qu'on a eu l'information, est-ce que nous avons travaillé sur la base des acquis que nous avons? Si on en a beaucoup aussi. Parce que quand vous lisez cet ouvrage, vous allez voir que pendant Ebola, les systèmes de santé ont essayé de monter en puissance. On se lavait les mains, on faisait attention l'un à l'autre, etc., etc. Mais après, dès que Ebola était fini, les mauvaises habitudes sont revenues au galop. Les dispositifs de contrôle devant les entrées des hôpitaux, etc. Tout le monde a baissé les bras. Et finalement, vous voyez que Ebola, c'est mon point de vue, est plus dangereux que Covid-19. Mais nous avons appliqué, je ne sais pas, c'est par la peur de cette maladie, parce que là-bas c'était une fièvre hémorragique.
Quand vous êtes atteint, vous saignez de partout, du nez, de la bouche, de tous les orifices. Et donc, dans 90% des cas, de 25 à 90% des cas, vous décédez. Et les vaccins sont venus bien après. Donc, pratiquement, il n'y avait rien à faire. Et donc, malgré cela, on a baissé les bras. Et donc, quand le coronavirus est venu, avec tout ce que nous avons déjà comme problème, ben, finalement, on s'est retrouvé sans armes pour faire face à la situation. Mon collègue promotionnel l'a rappelé parce qu'il travaille pour les organismes qui appuient le système de santé. Ben, le temps des appuis, ça prend du temps. Il faut parfois être prêt. Ou avoir au moins des armes de réserve pour faire face à l'ennemi en attendant qu'on trouve suffisamment de munitions pour faire, je ne sais pas, une réaction grandeur nature. Mais on manquait du minimum, mais il est là, il l'a dit. Avant que ces appuis ne viennent, mais par rapport au dispositif du laboratoire, il y avait problème. Même les laboratoires P4 qui étaient montés en puissance pendant Ebola, après on a vu que ça n'a pas tenu. Et donc, bref, le tour des hôpitaux, chacun a une expérience de ça. Les capacités d'accueil dans nos hôpitaux, les plateaux techniques, et aussi les capacités de formation continue par rapport à des innovations de ce genre qui peuvent se présenter en termes de crise. Donc, il y a tous ces aspects qui ont manqué. Si vous voulez, nous ne n'étions pas prêts. Pour des raisons qui engagent notre responsabilité, mais aussi pour des raisons d'ordre mondial. Parce que c'est une crise aussi qui a trouvé sa source quelque part et qui a voyagé sur un avion pour venir chez nous ici. Un certain 20 mars, je crois, par un vol Air France, dans l'après-midi. Donc certains peuvent ramener la responsabilité à ce niveau. On nous a rapporté ça. Mais nous sommes dans un monde où on parle de globalisation. Il n'y a plus de frontières. Nous bougeons, etc. D'accord. Merci. Il y a une question qui a été posée, je pense que vous l'avez même répondu pendant la discussion. C'était de savoir l'apport des auteurs, les autres auteurs qui figurent dans Absolument. ce Donc, voilà, rapidement. On a beaucoup d'auteurs et ce que je n'avais pas dit au début, nous avons des auteurs dans cet ouvrage qui viennent du Tchad, qui viennent du Niger, qui viennent du Rwanda, qui viennent du Burkina Faso, qui viennent du Sénégal et des auteurs de profils différents aussi. Donc il y en a certains qui sont sur le terrain en train de travailler pour essayer de donner des réponses à ces préoccupations. Mais quoi que l'on dise, nous sommes dans une logique de production intellectuelle, nous ne sommes pas des décideurs politiques. Nous faisons travailler le cerveau pour mettre à la disposition des politiques des informations factuelles, scientifiques, qui peuvent aider à la prise de décision. Parce que nous avons dans tous les pays un seul système de santé. On peut vouloir bien faire. Il y en a qui m'ont rapproché dans mon quartier pour me dire, mais est-ce que tu ne peux pas développer des campagnes de proximité dans les quartiers selon ta conception de faire et qui peut nous aider, nous, à nous mettre à l'abri. J'ai dit, mais faites attention. Je ne peux pas prendre des initiatives personnelles envers des communautés dans ce sens sans que les décideurs politiques, les décideurs au ministère de la Santé, la conformité de la politique de santé soit respectée pour le pays. Et donc cela limite. Mais par rapport à notre effort de vulgarisation, je crois que c'est apparu quelque part. La question est là, oui. Alors, ce plateau sur lequel je me trouve, c'est dans cette perspective. Nous sommes passés à leur thème, j'étais avec M. Toumagnon, et ce plateau où je suis, c'est la deuxième fois que je passe au niveau national, mais j'ai eu déjà à faire des interventions, plusieurs interventions sur RFI, en français et en langue bambana, et sur des chaînes internationales, et à chaque fois que j'ai les retours avec les audios ou les vidéos, je les partage de façon large dans beaucoup de réseaux. Et je crois que les décideurs politiques l'écoutent. Mais ce qui se passe parfois, c'est important d'être saisi que de s'auto-saisir. Ces plateaux sont des opportunités pour porter la bonne parole auprès du Malien qui se trouve le plus loin possible. Et donc, je profite pour remercier Madame Niaré, pour vous remercier aussi pour cette occasion qui se présente et surtout ce débat qui nous laisse la possibilité de mettre à la disposition des autres nos connaissances. Très bien. Il y a une question qui aborde dans le même sens les réactions des acteurs politiques et agents de santé à la suite de la proclamation de la publication de l'ouvrage. Très bien. Alors, quand le livre a été publié, M. Toumayon, nous sommes en duo sur l'offensive médiatique
a eu à prendre plusieurs copies qu'il a envoyées à des institutions. Je crois qu'il y a le ministère de la Santé, il y a l'ENA, il y a des institutions internationales auprès desquelles il a envoyé des copies. Personnellement, j'en ai acheté plus d'une 50aine de copies pour les distribuer à des proches au Mali et à l'étranger. Mais nous sommes dans une communauté où on n'a pas une culture écrite, la connaissance et du savoir, c'est plutôt oral. Les gens lisent peu, les gens n'investissent pas dans la culture intellectuelle. J'en ai donné à beaucoup de gens qui ont des moyens que j'achète sur mes ressources pour en faire cadeau. Et donc ça, c'est moins ce que nous faisons dans les journaux. Il y a beaucoup de publications où nous sortons dans les journaux et aussi des interventions internationales et en parler auprès des communautés. Et je remercie des universitaires qui sont dans cette salle parce que j'ai partagé l'annonce de l'émission sur la plateforme du département d'enseignement et de recherche en santé publique de la FAC. Donc nous avons des professeurs ici et des professeurs associés qui sont venus assister, que nous espérons serviront de relais auprès du grand public aussi. Rapidement, madame avait posé des questions. Comment amplifier, je pense, la voix des savoirs locaux, entre autres. Et quelle réponse avez-vous à donner? Vous pouvez reprendre? Comment amplifier, c'est bien ça qu'il s'agit. Les savoirs locaux, c'est bien ça? Oui. Tout à fait. Alors, elle a rappelé un exemple. Moi, je travaille beaucoup avec l'OAS. Je vais très souvent au Burkina. Et quand je vais à Bobo Dioulasso, je vais par la route. Effectivement, je peux dire entre guillemets, la passe sanitaire qui témoigne que vous avez fait la vaccination dans les 72 heures, normalement, ça devrait vous permettre avec une lettre de mission officielle. Mais c'est que les frontières sont fermées par une décision des hautes autorités du Burkina et d'autres pays. Donc ça nous prend effectivement un laissez-passer. Et à chaque fois que je voyage, je prends le laissez-passer au niveau de l'ambassade du Burkina ici. Et les amis qui voyagent aussi le font. Mais bon, les gens peuvent avoir aussi d'autres intentions quand on vous maintient pour des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que l'aspect économique pèse énormément. Surtout pour des pays très pauvres qui n'ont pas de moyens. Et encore, leur rajouter tous les problèmes, les corollaires, les conséquences liées à cette crise, ça devient parfois intenable. C'est pourquoi la mesure de fermeture des marchés, des restrictions n'a pas prospéré. Les gens ont dit on va vivre de quoi? Si ailleurs on fait des appuis financiers, dans notre contexte, ben écoutez, c'est extrêmement compliqué. Très bien. Voilà, donc oui, Kwasi Moussa. Rapidement, le micro de Kwasi est ouvert. Ce micro, Oui, il a le micro entre les mains. Allez-y, Kwasi. Rapidement, la direction est vraiment représentée par sa personne ici. Merci beaucoup. Nous remercions Dr Moussa Sanogo de sa présence. Et Madame a posé une dernière question. Elle a demandé est-ce que le train peut être proche des gens de Ségou? C'est ça, non? Voilà. Donc j'aimerais répondre au nom du promoteur de Djoliba et du groupe Multicommunication qui organise le train littéraire. Nous avons Djoliba Ségou. Donc la radio Djoliba est à Ségou au même titre que la télévision. Donc ça veut dire que nous allons nous approcher de vous pour voir comment organiser le train à votre niveau. Cette information sera, disons, transférée là où ça doit être. Merci. Merci, chef, pour la précision de taille. Merci infiniment à vous qui êtes venus si nombreux participer à ces trains littéraires. Docteur Moussa Sanogo, votre mot de la fin en quelques secondes. Très bien. Alors, remercier ceux qui ont pris de leur temps pour venir assister depuis 18h, 17h30 à cet exposé. Et ça témoigne de l'intérêt que vous accordez aux œuvres intellectuelles qui sont réalisées dans ce pays. Mais aussi, je voudrais remercier infiniment M. Toumagnon. M. Toumagnon, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Nous avons développé l'initiative ensemble. Et aussi remercier tous les auteurs qui ont contribué à ce travail. Remercier notre institution qui a chapeauté l'écriture de ce livre-là, qui est l'Institut de recherche interdisciplinaire dans le Sahel, IRIS. Et aussi remercier infiniment Madame Niaré. Elle est courageuse, elle est dévouée, c'est une battante. Moi, je l'ai découvert à Sibi lors d'une rencontre de Fessikori.
Elle écrit, je l'ai appelée après pour lui dire, madame, je vous tire chapeau. Parce que écrire dans ce pays pour une mère de famille, avec tout ce que nous avons comme pression sociale, écoutez, il faut le féliciter. Je vous demande de l'ovationner. Je vous remercie infiniment. Je le disais tantôt, le temps littéraire a mis du temps à redémarrer. Et bien, chassez maintenant que c'est déjà démarré. Nous osons croire que vous serez dorénavant de la partie tous les derniers jeudis du mois pour d'autres aventures. Vous le savez, le train littéraire, c'est un voyage au cœur d'un roman, d'une œuvre fictive, imaginaire, autour d'une nouvelle, d'un essai, bref, tout ce qui est littéraire, littérature est débattu autour de ce train. J'étais à bord de ce train avec monsieur, docteur, j'allais dire, Moussa Sanogo. J'ai été très heureux et nous vous disons rendez-vous pour une autre aventure. D'ici là, portez-vous bien. Le cocktail, c'est tout à l'heure et c'est en bas. Merci, mesdames et messieurs.